aujourd'hui décrire avec vous des leviers pour vous accompagner dans l'optimisation de vos dépenses en intérim. Donc pour ma part, je travaille chez Pixit depuis 5 ans. Je suis responsable commercial sur l'offre Pixit Grand Compte Gestion du travail temporaire. Donc au quotidien, je change avec tout type d'entreprise sur la mise en place de la solution pour s'adapter à leur fonctionnement, à leurs différents enjeux. Aujourd'hui, nous souhaitions vous apporter un éclairage légèrement différent avec la participation du cabinet Altea, donc cabinet de conseil, qui accompagne les clients sur des enjeux métiers, donc qui peuvent les amener à proposer des solutions, des outils digitaux comme Pixit, comme les outils de gestion des temps, ou aussi à accompagner les clients dans l'optimisation de leur processus. Et il nous semblait donc intéressant de croiser les enjeux que nous directement nous participons avec nos clients à optimiser, à accompagner, avec le regard plus métier et processus que Altea a au quotidien avec ses clients. Je vais reprendre un petit peu les grands principes des coûts d'intérim et de comment on peut les resegmenter en 2 grandes familles. En intérim, vous allez avoir des coûts directs dans la prestation qui vous est facturée par votre fournisseur ou que vous, fournisseur, vous facturez à vos clients. Vous allez avoir donc ces coûts directs qui sont essentiellement des coûts incompressibles puisqu'ils sont liés à la rémunération de l'intérimaire. Le taux horaire fois le nombre d'heures travaillées, le réglementaire de paie. Alors, important, vous savez bien, l'égalité de traitement fait que tout ce qui est prime, tout ce qui est, bien sûr, panier, doit être aussi reversé à l'intérimaire. À cela va s'ajouter, bien sûr, toute la part de charges, donc charges salariales, donc la partie reversée à l'administration publique, les primes de précarité propres à l'intérim, et enfin, au-dessus de ça, les coûts de recrutement, donc le travail qui a été réalisé par votre agence d'intérim, et enfin le coût de gestion, donc la gestion du contrat, qui est aussi réalisé pour votre compte par l'agence de travail temporaire. Donc toute cette partie-là, ces coûts directs, comme vous pouvez là le voir et l'imaginer, sont difficilement compressibles, et à part à faire un peu plus de gestion pour avoir moins de coûts de recrutement, vous pouvez difficilement faire baisser cette partie-là de coûts. Vous pouvez rajouter en coût direct le coût d'intégration, d'onboarding, d'entrée d'un nouveau personnel aussi dans votre organisation qui va être à rajouter. Donc ça peut être quelques jours ou semaines de formation qui seront portés en partie par l'entreprise qui accueille le candidat, en partie par l'entreprise de travail temporaire, selon les accords. Mais en plus de ces coûts-là, donc ces coûts directs, vous allez avoir toute la partie de coûts cachés que vous devez aussi maîtriser et sur laquelle vous pouvez avoir plus de maîtrise, plus de gains à optimiser vos principes de fonctionnement. Donc ce sont essentiellement les coûts qui sont liés à la gestion administrative, à tout le processus. Donc c'est pour contacter mes fournisseurs, est-ce que je dois démultiplier les appels téléphoniques, les mails pour recevoir les candidats, est-ce que je les reçois de façon désordonnée, je dois réclamer ensuite par la suite des pièces jointes, quand les contrats arrivent, le temps que je dois prendre à vérifier les contrats, et dans cette vérification, le temps que je prends à vérifier les contrats, l'encadrement du risque juridique, qui est là un coût caché qui est à maîtriser. Bonjour Rodolphe. Bonjour, désolé, petit problème technique pour la connexion. Donc, c'est quoi direct encadrement des risques juridiques avec des risques de s'il y a des écarts et une non-maîtrise de ce risque, des risques d'amende qui peuvent être importants. Et enfin aussi, une bonne maîtrise de la qualité de facturation et éviter des surfacturations qui, là, contrairement aux coûts directs, ne sont pas justifiés. Donc, on voit qu'on a une partie coût direct qui est très encadrée, qui doit être maîtrisée, mais sur laquelle on a peu de levier. Et à contrario, sur la partie coût caché, on va avoir beaucoup de possibilités d'optimisation, que ce soit en s'assurant de la qualité de nos processus,
mais aussi en gain de temps, en automatisation, à aller réfléchir à ces principes de fonctionnement dans l'entreprise. Je repasse donc la main à Rodolphe, qui était effectivement aujourd'hui avec le cabinet Altea, venait nous apporter cet éclairage métier que Altea peut avoir avec ses clients. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci déjà de votre participation. Donc, Rodolphe Limousi, moi je suis manager sur le domaine SIRH au sein du cabinet de conseil Altea. Ça fait à peu près 6 ans que je travaille dans le conseil, et auparavant j'ai fait un passage aussi côté éditeur, pour un éditeur de solutions de gestion des temps, des activités et de planification opérationnelle. Le cabinet Altea, en 2 mots, donc je crois que Christophe l'a un petit peu présenté tout à l'heure, mais simplement donc, au travers de nos différentes expertises. Nous, ça fait maintenant 18 ans d'existence, 200 collaborateurs qui travaillent donc sur des domaines, donc que ce soit sur nos 4 domaines d'expertise, les ressources humaines, les achats, finances, performance et supply chain et opérations. Donc aujourd'hui, c'est 23 millions de chiffre d'affaires. On a plus de 400 références clients. 70% d'entre eux sont des clients grands comptes. On est au-delà de 10 000 collaborateurs, et aussi avec une part aussi non négligeable à l'international, et qui s'accroît peu à peu, qui représente aujourd'hui 30%. Et nous faisons partie de l'écosystème Alan Holman Associates, et qui nous permet qui nous permet de réaliser du cross-minding et du cross-business, et puis de mutualiser un certain nombre de moyens aussi, et qui a une forte assise de nombreux cabinets sur des expertises à la fois techniques, fonctionnelles, organisationnelles, et aussi au niveau technique et de l'IA, et sur toutes les nouvelles technologies qui nous servent et sur lesquelles on peut s'appuyer dans les projets. Voilà, je vais passer rapidement là-dessus du coup, puisque je suis en retard. Merci. Donc, je voulais juste vous présenter, souhaiter vous présenter effectivement la place de l'intérim, sur le marché français et pour les entreprises. C'est déjà première chose, le coût de l'intérim, ça représente 25 milliards d'euros en fait déjà, au niveau donc au global de dépenses des entreprises. Bon, quand on a dit ça, c'est bien, mais c'est aussi pour ça qu'on s'intéresse aussi au sujet, parce que ça représente quand même une certaine masse donc d'argent, de coûts. Donc ici, on vous présente, alors bon, c'est assez macro, mais ça donne déjà une première idée sur le marché de l'intérim. Donc à gauche, donc ce que l'on voit, donc c'est la répartition du nombre d'intérimaires, donc en équivalent ETP, équivalent temps plein, par secteur d'activité, donc au niveau national. Donc ce sont des chiffres qui sont de fin trimestre, de fin du 3e trimestre, pardon, 2023. Les chiffres sortent, ce sont des chiffres qui sont issus notamment de la DARES, et qui proviennent d'ailleurs à l'origine des DSN, donc déclaration numérique, et donc qui sont effectués et mis à jour en tout cas tous les trimestres. Et bon, on voit que en tout cas sur la dernière année, si on remonte au dernier trimestre 2022, on a la même tendance. Donc c'est pour ça qu'on pouvait s'arrêter sur ces chiffres-là, et on voit très clairement que ici, donc, le tertiaire représente. Alors le tertiaire, c'est assez grand parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. On y a notamment le transport, les activités de transport, pas la fabrication. On a aussi la santé, etc. Donc, c'est beaucoup de choses qui sont dessus, mais ça représente la moitié quand même en part globale. Et puis, donc, partagé aussi donc, dans une moindre mesure avec le secteur de l'industrie et enfin la construction. Bon, comme vous
voyez, l'agriculture ne représente pas grand-chose. Et ce qui est intéressant, en fait, c'était surtout de voir que sur le tableau de droite, là, on a la répartition des intérimaires au sein, dans chacun des secteurs, mais la part de l'emploi intérim dans l'emploi salarié de chaque secteur, enfin pour chaque secteur. Donc le taux de recours à l'intérim, comme indiqué. Et donc là, ce qu'on voit, alors c'est pour quand on veut comparer un secteur tertiaire, on a 47% sur le marché donc d'emploi intérim au global sur le marché, mais par contre, évidemment, c'est un taux moyen, hein, mais on n'a que 1,7% d'emplois intérim par rapport à l'emploi salarié dans ce secteur-là. Et par contre, là, on voit que sur le secteur de la construction, on a un recours assez important, sans grande surprise, à l'emploi intérim. Donc, quand je dis sans grande surprise, bon, on va le voir un petit peu après, hein, mais ça fait partie des choses. Donc après, bon, ces chiffres sont évidemment sont des chiffres très, très macro, hein, c'est juste pour donner un aperçu. Je pourrais peut-être préciser quand même, hein, que sur le tertiaire, en fait, en termes de taux de recours à l'intérim, c'est surtout la partie transport, l'activité transport et manutention, hein, qui est assez consommatrice, c'est-à-dire de contrats intérim. Et sur l'industrie, on va plutôt, alors si vraiment je veux être un petit peu plus précis sur l'industrie, c'est surtout la fabrication du matériel de transport qui va être qui consomme le plus, si je puis dire. Mais bon, on n'a pas de très très grands écarts au niveau des sous-secteurs, si je puis dire. Voilà, enfin du découpage. Alors, donc pourquoi justement, puisqu'on s'intéresse, hein, à ce coût assez important, hein, parce qu'on va essayer évidemment de voir comment pouvoir le maîtriser au mieux, voire le diminuer si possible. Et donc pourquoi on a autant de sollicitations sur ce type de contrat? Bon, bien évidemment, c'est pour, la première chose à laquelle on pense, hein, c'est pour couvrir c'est pour répondre à un absentéisme, à l'évolution de l'absentéisme, hein, qui peut être dû à un certain nombre de facteurs, hein, assez nombreux, et ça dépend aussi des secteurs d'activité, bien évidemment. Alors il y a on peut avoir, cet absentéisme, hein, il peut être lié justement à un emploi à une surutilisation, si je puis dire, à une sursollicitation des collaborateurs en interne pour répondre aux variations d'activité, et notamment sur des périodes hautes lorsqu'elles sont un petit peu longues, hein. J'ai pu travailler là-dessus, notamment dans le domaine de l'hôtellerie chez un de nos clients. On a cherché à étudier justement le pourquoi de ce recours à l'intérim et au contrat court d'une manière générale. Et puis on peut avoir aussi, on a aussi, hein, un, au-delà de la fatigue et donc de cet absentéisme, on va aussi avoir à un moment donné besoin, les collaborateurs ont besoin donc de récupérer et de prendre leur congé, et puis finalement ils accumulent comme ça, et des compteurs qui explosent, ils n'ont plus en fait le temps de les prendre, hein, finalement. Voilà. Donc on va recours à de l'intérim, à des contrats courts dans ces cas-là. Donc c'est bien répondre en fait, hein, à répondre à des pics d'activité. Alors il y a ceux qui sont évidemment anticipés, mais il y en a d'autres qui sont non anticipés, non anticipables d'ailleurs, je dirais, quoi, des facteurs extérieurs, hein, qui peuvent s'imposer. Donc on va évidemment, hein, essayer quand même de maîtriser le recours aux heures supplémentaires, et on va essayer de préserver, comme on disait, hein, d'équilibre aussi vie pro, vie perso, et le climat social, hein, au sein de chaque structure, hein. Donc ça permet aussi ça. Et puis on fait appel à l'intérim aussi pour pallier à des recrutements peut-être qui sont pas bons. Ça prend du temps de recruter, et puis bon, on n'est pas à l'abri de devoir faire marche arrière, etc. Et puis aussi
de recruter, ça permet aussi de recruter de la main-d'œuvre qualifiée et très ciblée à un moment donné, hein, pour une mission qui n'est pas forcément très longue et qui ne va pas se reproduire. Mais c'est aussi selon les organisations, hein, une autre raison, hein, de déléguer le processus de recrutement aussi, hein, qui est un processus coûteux, qui est chronophage, hein, qui est assez complexe. Et enfin, j'en parlais tout à l'heure quand j'ai dit bon, le domaine donc de la construction, pardon, le secteur de la construction, traditionnellement, il est assez, il fait, il a un bon taux de recours au contrat d'intérim, mais c'est aussi lié, alors pas que bien évidemment, mais il y a aussi un sujet de culture de l'intérim, hein, dans les secteurs et au sein de certaines structures ou d'entreprises, quoi, qui n'est pas négligeable, en tout cas dans certains cas. Alors, puisqu'on voit en fait, hein, que bon, ça représente quand même un coût important, on va évidemment, bon, c'est que ça devient un élément finalement concurrentiel, hein, pour les entreprises, notamment plutôt les grands comptes et les grosses structures qui, et donc on va voir un peu plus loin, hein. Je vais laisser Christophe reprendre la main pour la suite. Oui, ça, bien sûr. Comment agir en fait sur tous ces éléments-là, quoi. Tout à fait. Ce qu'on disait quand on voit ces taux de recours dans des secteurs, ne serait-ce que si on prend l'industrie à quasiment 8%, on imagine bien que à la fois sur des enjeux opérationnels de production, de capacité de production, il est stratégique de faire un bon recours à l'intérim, mais aussi que l'optimisation de ce coût est aussi importante étant donné les volumes, la valeur de 25 milliards, hein, évoquée par Rodolphe, qui est ensuite ce segment d'emploi par emploi. Mais un coût d'un intérimaire, c'est 35 000 à 40 000 euros. Donc, vous avez effectivement tout intérêt à vous assurer de maîtriser au mieux ces charges-là. Donc, on est en train de dire, sur la valeur en tant que telle, les coûts directs, vous avez peu de capacité à les compresser. Et à contrario, c'est sur les coûts cachés que vos processus et vos outils vous permettront à la fois de sécuriser et donc de ne pas vous exposer à certains risques, comme en particulier les risques juridiques, les risques de surfacturation, et aussi à automatiser et à gérer votre processus de la façon la plus optimisée et donc rapide. Cette harmonisation, et c'est aussi pour ça que le sujet de l'intérim est passionnant, et ceux qui travaillent dans le secteur sont souvent des passionnés, c'est que vous devez harmoniser plusieurs types d'enjeux. Et c'est bien ce qu'on va retrouver, et que la couleur conseil d'Altea sur un jeu comme ça est intéressante, comme nous échangeons avec eux, c'est que vous allez devoir euh, cumuler des objectifs d'acheteurs. On a parlé, ce sont des grands montants qui vont vouloir maîtriser les coûts, travailler avec un panel de fournisseurs qui auront donné des conditions, qui auront pris des engagements, il y aura des échanges de parts de marché, avec des opérationnels, des recruteurs, mais toute personne, le manager, le service RH qui doit signer, tous les opérationnels qui sont embarqués dans le processus de recours, qui, eux, vont avoir besoin de qualité, d'instantanéité, qui vont être sur une recherche plus fine de fonctionnement avec les prestataires. Et donc, tout l'enjeu dans la relation, mais dans les outils qui sont mis en place, est d'à la fois de remplir les objectifs, aussi bien de la partie financière et achat que de la partie opérationnelle, RH, recrutement et administratif. On a parlé, hein, les risques juridiques, on ne veut pas y passer énormément de temps, mais on est dans le cadre du droit du travail, et donc il est important de le respecter, et il n'est pas simple pour vous comme pour vos prestataires de toujours bien le respecter, et vous pouvez vous exposer à différents types d'amendes, à des risques de requalification, si vous ne respectez pas bien tout le cadre légal.
Ouais, d'ailleurs, je rebondis dessus, mais j'ai un exemple chez un client où justement un, donc un collaborateur qui était sous contrat intérim qui a été renouvelé plusieurs fois et qui donc à la fin du dernier contrat, donc l'employeur a dit, bon, enfin pas son employeur direct, mais en tout cas son client finalement, qui lui a donc a voulu mettre fin, hein, enfin ne pas renouveler. Et donc le collaborateur en question, enfin l'intérimaire en question, a été bien informé et donc il s'est retourné contre la structure en protestant que son contrat en fait d'intérimaire valait enfin période d'essai pour un contrat à durée indéterminée. Donc ça a été requalifié et donc l'entreprise a dû mettre fin à son contrat en le licenciant. Donc ça a été un coût aussi pour l'entreprise. Voilà, c'était un exemple, mais qui illustre bien justement un de ces sujets-là. Et puis j'ajouterais aussi donc on parle de coûts juridiques et c'est valable aussi au niveau de la gestion des collaborateurs, de la gestion de leur temps, etc. Avec, enfin au niveau du contrôle du respect des règles sur le temps de travail qui sont donc en place au sein de l'entreprise, que ce soit au travers des accords, des conventions collectives, etc. Accords sur le temps de travail. Et donc c'est là où c'est important aussi de mettre en place en tout cas des outils ou des dispositifs qui permettent d'être alerté sur des éléments réglementaires, je dirais, comme bon, les choses assez classiques, respect du temps de travail, des temps de repos entre journées de travail, etc., etc. Donc on l'abordera plus tard, et bon, certain nombre d'outils donc qui peuvent aider aussi à gérer ça et surtout à prévenir donc ce risque qui est un risque alors double, je dirais. Alors évidemment, un risque en termes de coût, un risque financier et financier, bon, parce que on peut être amené à payer du coup des amendes là-dessus, mais aussi parce que c'est consommateur un peu plus caché, parce que c'est consommateur en temps aussi. Et puis en cas de problème, et puis ça nuit aussi à l'image donc de l'entreprise et aussi au climat social. Donc voilà, faut pas non plus négliger cette partie-là, quoi. Mmh. Donc tout à fait, ces contrôles, qui sont, qui peuvent être, plus facilement Mmh. réalisés et ce cadrage, bien tenu via les outils, qu'ils soient de gestion du temps, planification ou de contrôle des données de contrat comme nous le proposons dans Pixid. Aussi, chronophage, là plus sur la partie comptable, mais contrôler une facture d'intérim, c'est d'ailleurs croisé avec des heures réalisées, croisé avec un réglementaire de paie, des coefficients d'accord cadre. Les solutions digitales peuvent vous aider à le réaliser avec un gain de temps maximal, et en vous assurant en même temps d'être à 100% de factures conformes à vos attentes. Ça va aussi, l'utilisation de tous ces outils vous permettre de monter des plans d'action. On va pas les regarder ensemble aujourd'hui, mais il y a ce que l'outil vous permet de réaliser, de mieux contrôler, mais il vous permet aussi de piloter. Vous allez avoir de la donnée et vous allez pouvoir mettre en place des plans d'action internes avec les prestataires, peut-être en analysant aussi, on a parlé effectivement de recours en urgence, peut-être d'analyser votre saisonnalité, d'analyser peut-être certaines qualifications qui reviennent plus et sur lesquelles vous pouvez faire des plans de recrutement en parallèle. Donc vous allez avoir des indicateurs vous permettant de mettre en place des plans d'action pour moins subir l'intérim et, euh, et donc finalement optimiser votre recours au travail temporaire. L'une de ces pratiques nous est décrite par Voilà, Rodolphe. donc juste un petit point, je ne vais pas non plus trop détailler, surtout, mais en tout cas effectivement, pour essayer de tenter de lisser finalement les coûts variables, pour les limiter en tout cas leur degré de variabilité et leur impact du coup sur les coûts forcément. Donc bon, comme tu le disais Christophe, il faut évidemment procéder au mieux donc à l'analyse de l'activité, donc une analyse sur le passé et qui va permettre d'anticiper en
en fait l'activité future, autant que faire se peut évidemment. Donc on va utiliser évidemment pour ce faire de l'IA prédictive, on va utiliser la data évidemment, et puis on va avoir aussi d'autres axes ou d'autres pistes en tout cas qui, notamment la piste réglementaire, puisqu'on peut, si c'est pas déjà le cas et selon les activités, mettre en place de la modulation, de l'annualisation. Donc là, on est plus sur le temps de travail et sur sa flexibilisation, si je puis dire. Et tout ça donc pour tenter d'optimiser donc les ressources, d'optimiser la planification des ressources plutôt, donc en passant donc par notamment par des outils de type staff planning, on dit, donc pour plutôt de la planification prédictive et qui va aider en fait, qui va nous aider en tout cas pour des structures assez importantes, avec notamment des compétences assez variées, des besoins en compétences assez variés selon les activités et qui en plus c'est une activité plutôt enfin qui n'est pas lisse en tout cas sur l'année, qui n'est pas régulière. Et donc là, les graphiques très rapidement, tout en haut, en fait, on est vraiment, on le voit, on ajuste l'activité commerciale et avec donc ici, donc ça c'est le bleu ciel, donc en haut à gauche, et puis donc en dessous, donc ce qu'on a en fait, c'est le bleu foncé, c'est vraiment l'activité fixe. Et ensuite à côté, donc sur la droite, la répartition 1, en fait, on va prendre ça et on va prendre après tous les coûts en fait autour de ça, enfin tous les coûts autour de ça, c'est on va considérer que la plupart des coûts liés, alors notamment ce que représentent les absences, mais on va considérer donc elles évoluent à peu près comme la présence, les différents, en fait, on va découper ça enfin toutes les activités en fait internes, activités commerciales, activités RH, etc. Et on va les suivre en fait, on va regarder en fait quel est leur poids finalement et on va les poser ici. Donc ce qu'on voit, c'est qu'à gauche, enfin à gauche et à droite, on a la même chose, on a vraiment la même structure de graphique, la même évolution au niveau des coûts et c'est vraiment purement mathématique en fait. C'est juste qu'on a on a des niveaux de courbe qui sont plus élevés, mais qui suivent exactement les mêmes cycles. Alors là, on est vraiment sur ce qu'on appelle une méthode donc basée sur l'étude de la productivité pure et dure. Alors maintenant, c'était juste pour illustrer ça. Si je regarde en répartition 2, et ici, on va raisonner différemment, c'est-à-dire on va vraiment considérer finalement que les tâches en fait annexes sont des activités à part entière et qu'elles peuvent donc être lissées et ce qui va me permettre en fait de lisser ma courbe de besoins en personnel en fait. C'est-à-dire que des besoins non opérationnels peuvent aussi être lissés et donc ça va, si vous voulez, l'intérêt de ça, c'est que ça va me permettre d'avoir, enfin d'amenuiser en fait les amplitudes et donc mon besoin, enfin les amplitudes entre activité haute, activité basse et donc mon besoin de recrutement en contrat plutôt court, type CDD intérim, qui va être moins important avec une structure CDI qui est plus importante. Voilà, donc évidemment, ça va permettre à la fois de mieux gérer les activités, les activités pardon, à forte valeur ajoutée, puisque ça va me permettre aussi d'avoir une réserve fixe de personnel qui est forcément, enfin, on peut l'imaginer en tout cas plus compétent, et puis de réduire mon besoin en main-d'œuvre externe et de réserver ce besoin, mais plutôt à des tâches à plus faible technicité ou à plus faible valeur ajoutée. Et ce qui me permet aussi d'être moins exposé, enfin ça permet à l'entreprise, pardon, d'être moins exposé en fait à la disponibilité des ressources de l'agence d'intérim au moment de ma demande, puisqu'on sait que ça peut être aussi un véritable sujet et un véritable problème en fait. Et puis, n'oublions pas aussi qu'une ressource externe, que ce soit CDD, que ce soit intérim, va aussi mobiliser les ressources internes, que ce soit pour gérer l'intégration des collaborateurs, l'explication des tâches demandées, un peu de formation, du traitement administratif, etc. Et donc, tout ça, plus je fais appel à des contrats de type, court, ou en tout cas CDD intérim, est démultiplié. Donc, il faut garder ça aussi à l'esprit, quoi. Donc, en résumé, en fait, plus on anticipe, plus on a de chances d'avoir
à la fois des profils de qualité, plus je maîtrise quand même un peu mieux mes coûts, et donc avec donc on réduire en fait mon besoin en personnel externe aussi. Et puis voilà, avec évidemment tous les avantages directs et indirects que ça peut impliquer, quoi. Ouais. Alors en complément et pour effectivement dans le sens de ce que vient de dire Rodolphe, nous on a une tendance qu'on voit et d'ailleurs on a développé une fonctionnalité à la demande du marché autour de la fidélisation des intérimaires. Donc pour effectivement ne pas s'exposer à de multiples candidats qu'il faut reformer et à la recherche au dernier moment, mais de plutôt travailler finalement cette relation tripartite pour que à la fois les bons intérimaires et les bonnes missions et les entreprises puissent avoir les bons intérimaires en leur proposant les missions qui leur conviennent. Parce que l'intérimaire aussi peut avoir des attentes et des préférences de travailler sur tel type de poste, tel type d'horaire. Et donc, c'est prendre aussi ces attentes-là en considération va permettre de faire un bon match entre le besoin de l'entreprise et les candidats proposés par ses partenaires. Donc on a pour ça, entre autres, développé une fonctionnalité de vivier où les clients nous disaient je veux pouvoir cibler certains profils et faire des demandes bien précises et finalement ce n'est pas qu'une mission, c'est plus un profil que ce que je recherche. Les entreprises de travail temporaire nous disant moi un bon candidat, il faut que je trouve une bonne mission très rapidement parce que sinon j'ai pas envie qu'il aille travailler ailleurs et ensuite il sera pris. Donc on a été sur cette fonctionnalité permettant de encore avoir une relation plus étroite autour du besoin et des attentes de l'entreprise et des candidats. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur notre site internet, hein, il y a un petit encart, mais la nouvelle génération d'intérimaires, qui sont-ils? Que ce soit les digital natives qui utilisent les applications, que ce soit des candidats qui ont envie d'expériences diverses, qui ont envie aussi un peu, tout en étant dans la précarité, d'un peu de stabilité. Voilà, il y a toutes ces critères-là qui sont aussi à prendre en compte pour optimiser son processus. Voilà, donc ce qui nous amène évidemment au sujet de choisir les bons outils, mais alors les bons outils, des outils informatiques, donc qui répondent évidemment au mieux aux différents besoins, donc avec un éventail assez large et en tout cas adapté de différentes briques fonctionnelles. On a gestion administrative, la paie, la gestion des temps, planification et gestion de l'intérim. Alors justement, sur ces deux parties, très souvent, on connecte les deux d'ailleurs, mais bon, puisque, enfin, je dis gestion des temps et la planification, on en parlait tout à l'heure. Donc, pour pouvoir justement à la fois donc sécuriser, donc plus plus on a des bons outils, mieux en fait on garantit plus facilement la sécurité et la qualité des données. Ça permet évidemment d'un point de vue opérationnel du suivi par activité, de la collecte du temps de travail, on en parlait tout à l'heure. Mais c'est aussi l'expérience utilisateur donc qui est augmentée. Expérience utilisateur, alors côté, du côté notamment de tous les gestionnaires, donc utilisateurs de type gestionnaire, on va dire, qui, grâce à la dématérialisation et aussi à la bonne communication et un bon niveau d'interopérabilité au niveau des systèmes d'information, ça va permettre comme on disait, à la fois de fiabiliser des données, ça va permettre de diminuer le nombre de tâches chronophages de contrôle et d'erreurs évidemment. Donc ça, c'est plutôt pour le gestionnaire, mais aussi pour le reste enfin les autres collaborateurs en interne, enfin pour tous les collaborateurs, j'ai envie de dire aussi, c'est aussi apporter plus d'autonomie, une meilleure visibilité sur ces données aussi personnelles, il n'y a pas que pour les autres, et puis fluidifier aussi les différents processus qui sont facilités justement par tous ces outils. Et notamment des fonctionnalités de dernière génération, enfin en tout cas plus récentes comme le chatbot, le RPA,
l'IA, l'intelligence artificielle, pardon. Et donc ça, c'est pour tous les utilisateurs finalement, hein. Je peux prendre un exemple là pour un utilisateur, pour un intérimaire qui, on a des processus de gestion des acomptes et des feuilles de temps, hein, qui peut être, qui peut prendre du temps notamment, hein, qui peut être assez lourd. Donc plus on digitalise, mieux, enfin plus ça accélère en fait, hein, tous ces éléments-là qui n'ont pas beaucoup de, en tout cas, qui sont très chronophages, quoi. Donc voilà, enfin, en conclusion, hein, on l'a dit, on pourra en reparler et redétailler sous différents angles, mais un bon encadrement des risques juridiques, ça va être la base de ce que vous pouvez travailler. Alors, j'en profite, hein, c'est vrai qu'on va parler de risques juridiques. Les risques en termes d'accidentologie, c'est une question remarque qui est faite, vont rentrer aussi un peu dans ce même cadre. C'est-à-dire que si j'ai bien fait attention à quel candidat je recrute, avec quelles habilitations, quels EPI, si j'ai bien communiqué et je me suis assuré que toutes ces informations-là, l'onboarding et la formation, si le poste le nécessite, je vais réduire aussi les risques d'accidentologie. C'est effectivement un angle sur lequel on n'avait pas insisté aujourd'hui, mais qui est un peu de la même manière que le risque juridique en coût caché pour l'entreprise, mais effectivement, l'accidentologie aussi est un facteur sur lequel travailler un peu de la même manière. Donc l'anticipation des besoins, comme nous l'a présenté un peu en détail Rodolphe, l'automatisation, donc en faisant fonctionner les outils entre eux, en ayant des outils qui soient des plateformes qui soient bien personnalisées, parce que si votre utilisateur en interne il prend plus de temps à faire les choses dans sa plateforme digitale qu'il le faisait auparavant, par téléphone, il va être moins enclin à s'en occuper. Donc ça, c'est important de bien personnaliser vos outils. Et puis après, un peu de la même manière que l'accidentologie est au cœur, hein, l'intérimaire. Donc ces candidats-là. Je réponds un peu aussi à des questions. Alors, on ferait, monsieur, je vois une question qui est très intéressante sur le coût. Ça, on pourrait s'en reparler une autre fois sur quel est effectivement en termes de coût entre un candidat recruté CDD, un candidat intérim. Et j'ai une autre question sur l'augmentation ou pas de l'intérim. Bon, ça, l'intérim, historiquement, il a tendance à suivre l'activité économique. Aujourd'hui, elle est plutôt légèrement en baisse en France. L'intérim a été légèrement en baisse. En général, dès que ça repart, l'intérim repart avant le CDI. Donc, on pourrait dire que c'est relativement corrélé et qu'il n'y a pas, à part gros changements réglementaires, de raison que ça change. En revanche, ce qui est peut-être nouveau, c'est que vous avez aujourd'hui toute une partie de candidats qui ne veulent plus que travailler en intérim. Il y en a de plus en plus qui considèrent que c'est leur type de contrat. Et donc les entreprises, même les entreprises souhaitant faire un maximum de contrats en CDI, pour accéder à cette partie, à ce vivier-là de candidats, seront amenés à devoir continuer à compléter avec de l'intérim. D'où, encore une fois, le fait de travailler au mieux ce recours à l'intérim, qui est aujourd'hui sur le marché français particulièrement un facteur essentiel dans le dynamisme de nos entreprises. Alors, je voyais, il y avait une question sur la détermination. Est-ce qu'on sait déterminer ou est-ce qu'on a une méthode pour déterminer si l'intérim représente un surcoût ou pas par rapport au payroll? Alors, en fait, comment dire? Il y a des, enfin, nous, on a déjà réalisé des études, en tout cas, en tant que cabinet de conseil, hein, sur ce sujet-là. Pour évaluer, alors en fait, parce qu'il y a plusieurs choses, hein, dans la production du coût. C'est pas juste enfin, le coût du travail en tant que tel, hein. Il y a aussi tous les coûts induits. On en parlait tout à l'heure, hein, le temps passé à former les intérimaires, en tout cas, hein, parce que quand on forme un interne, on le forme déjà au fil de l'eau. Et puis, bon, c'est quand même, ça,
comme il est interne, enfin le collaborateur dedans, on n'a pas à le reformer systématiquement. Donc plus je fais appel à des contrats courts, plus je vais devoir investir c'est pas forcément en moyens comme ça, en trébuchant, mais c'est aussi en temps, puisqu'il faut il faut driver, onboarder, etc. Donc ça, ce sont des coûts qui s'estiment simplement en décortiquant donc les différents processus qui sont donc et en détaillant, enfin quand je dis en les détaillant, c'est surtout par rapport au temps en fait passé, et après on tire des moyennes par rapport aux postes enfin aux personnes et aux enfin oui, on va dire aux fonctions en tout cas qui traitent ça, qui traitent ces activités-là. Et donc on a un moyen en fait assez simple. Alors après, et puis avec quelques abacs évidemment, mais on a un moyen quand même assez fiable pour identifier cette différence. Enfin ces coûts. Alors évidemment qui va varier d'un secteur à l'autre, quoi. Donc effectivement, au plaisir de reprendre ce sujet-là, d'autant qu'on a eu chez Pixid, on a aussi une solution pour aller recruter en CDI, pour digitaliser les contrats CDD, CDI, et une vision de la proposition de valeur à nos clients, qui est de capacité à aller chercher des candidats dans des conditions d'urgence et sur des contrats flexibles sur tout type de canaux. Eh bien, on a pris un peu plus de temps que prévu, mais tout en ayant finalement toujours beaucoup de choses à dire sur ces sujets-là. Merci Rodolphe pour ta participation. Excellente journée à tous. Merci, au revoir. Très bonne journée. Au revoir.